Bonjour et bienvenue pour cette édition de La Voix est libre, l'émission politique de la rédaction de France 3 Île-de-France, pour un débat qui va opposer aujourd'hui Louis Alliot. Bonjour, venez me rejoindre. Vous êtes vice-président du Front National en charge du projet. Et en face de vous, vous aurez Yann Verling. Bonjour. Vous êtes porte-parole du MoDem. Merci à tous les deux d'être là en ce samedi. Dans ce samedi, nous évoquerons bien sûr l'actualité de la semaine avec d'abord le froid, le grand froid, une offensive brutale et qui va durer. L'alerte grand froid a été décrétée et des centres d'accueil supplémentaires ont été ouverts pour faire face à l'urgence et surtout aux besoins d'hébergement des SDF. Coïncidence de l'actualité également cette semaine, la Fondation Abbé Pierre a rendu public son rapport annuel sur le mal-logement. Il faudrait construire des centaines de milliers de logements. Mais ce qui change, c'est que pour la première fois depuis longtemps, ce thème du logement semble s'installer dans les débats de la campagne électorale. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, qui était jeudi en déplacement dans l'Essonne pour parler justement de ce sujet du logement, a proposé d'augmenter la possibilité de construire, en augmentant de 30% les surfaces construites. Et vous nous direz tous les deux ce que vous en pensez. Et enfin, nous évoquerons les répercussions de la crise sur les finances des collectivités territoriales qui doivent faire des coupes dans leur budget d'investissement et de fonctionnement. Nous verrons avec vous les réponses qu'il faut donner à la crise, puisque Marine Le Pen et François Bayrou, tous les deux, viennent de proposer cette semaine leur programme. Merci d'abord. Et donc c'est la tradition, je vais vous demander à l'un et à l'autre un coup de cœur ou un coup de gueule. Alors Louis Alliot, vous commencez par la décision du Conseil d'État qui a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité sur les parrainages pour qu'enfin la démocratie s'applique et le pluralisme soit effectif pour cette élection présidentielle. Je rappelle qu'hier, par exemple, Mme Corinne Lepage a demandé l'anonymat aussi pour les parrainages et qu'une initiative est en train de naître sous la responsabilité de Robert Ménard, qui est un confrère à vous, par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle Débat Pluralisme, et qui va lancer une bourse au parrainage, parce que plusieurs candidats n'ont pas les parrainages. Ce ne sont pas des petits candidats, ce sont des candidats qui représentent quelque chose, et il y a une inégalité devant l'élection à voir l'UMP et le PS, M. Mélenchon, M. Bayrou disposer déjà des signatures, alors que d'autres candidats n'ont pas cette possibilité. Yann Verling, oui, vous, c'est un problème qui ne vous concerne pas ou peu, mais sur le plan du principe démocratique, est-ce que vous avez une position ? Écoutez, le système des parrainages aujourd'hui est le système le moins mauvais. On pourrait peut-être l'améliorer, on pourrait y réfléchir à l'avenir. En tout cas, c'est le système aujourd'hui qui est celui que nous avons choisi dans notre République et qui fait qu'il faut que 500 maires s'engagent à défendre ou à présenter un candidat. Alors, présenter, mais pas forcément défendre. Oui, pas forcément défendre, il y a de la nuance, mais néanmoins, vous pouvez deviner que c'est un engagement quand même, parce que vous prononcez en faveur de la candidature d'un candidat. Donc voilà, c'est une règle qui est telle qu'elle est. Après, j'ai entendu ici ou là certains revendiquer l'anonymat des signatures. Et là, attention, parce que on sait bien qu'il peut y avoir du coup une porte ouverte à des petites manœuvres secrètes pour permettre à certains candidats d'être candidats pour embêter un autre candidat. Alors bon, ceci est à éviter, mais je ne suis pas contre l'idée qu'on puisse réfléchir à un autre système. D'abord, à l'origine de la loi de 62, c'était l'anonymat du parrainage. Il faut le savoir. Ça n'a été mis en place qu'en 1976, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Ensuite, en ce qui concerne les magouilles, il y a beaucoup de livres qui sont sortis aujourd'hui et on voit très bien le jeu des deux grands partis. Par exemple, la dernière fois, l'UMP a favorisé les signatures de M. Besancenot ou des candidats d'extrême gauche pour affaiblir la gauche, pendant que la gauche donnait des signatures à des petits candidats de droite pour affaiblir la droite. Donc cette affaire des magouilles, elles existent, anonymat ou pas. Et je pense que l'anonymat, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, permettrait justement moins de magouilles dans l'affaire des signatures. Juste, là, vous en êtes où des signatures sur les 500 nécessaires ? On a dépassé légèrement les 340, mais ce n'est pas assez, pardon. Mais la question prioritaire de constitutionnalité, donc si même le Conseil constitutionnel dit qu'il y a un problème, est-ce que ça peut être applicable pour cette présidentielle-là ? Bien sûr, d'ailleurs, ils se réunissent avant les délais légaux. Il suffit de modifier, mais alors à la marge, le texte de loi, le Parlement est réuni, et effectivement, ça peut être la règle pour cette élection qui arrive. Et ça vous garantirait d'avoir les 500 parrainages ? Sans problème. La seule chose aujourd'hui, c'est les maires qui ne veulent signer pour personne. Or nous demandons aux maires de faire preuve de courage. Ils ont la démocratie en main. C'est eux qui ont en ce moment le pluralisme
dans leurs décisions et nous attendons effectivement qu'ils prennent leurs responsabilités, mais je suis persuadé qu'ils le feront. Coup de cœur ou coup de gueule, Yann Derling? Plutôt un coup de cœur, et puis sur un sujet différent et totalement différent. Ça me permet d'aborder un sujet qu'on n'abordera pas beaucoup dans cette campagne, je le crains malheureusement, c'est la question de la protection de la nature. François Bayrou, lors de son intervention à France Nature Environnement samedi dernier, a parlé des abeilles. J'ai entendu des gens qui avaient raillé cette question. Pour moi, c'était un coup de cœur, parce que je crois que cette question est importante. On va aborder cette question dans cette campagne, je l'espère un petit peu, cette question de la diversité biologique, de la protection de la nature. On ne l'a pas suffisamment abordée. François Bayrou l'a abordé à travers les abeilles. Ça paraît comme ça, voilà, je le dis avec un sourire, mais c'est quand même important. Parce que personne ne le sait suffisamment, sans abeilles, on ne mange plus rien, tout simplement. Les spécialistes disent que remplacer le travail, enfin, ou la fonction des abeilles, ça coûterait très cher. Des milliards d'euros si on devait remplacer le travail des abeilles pour butiner, pour faire des fruits, pour faire en sorte que nous puissions tous manger. Voilà. Et pas seulement en France, sur la planète entière. Louis Alliot, qu'est-ce que vous pensez de ces biens qui sont non marchands, mais qui sont finalement assez irremplaçables? Non, mais moi je suis tout à fait favorable à ce débat sur la nature, la place de la faune dans la nature, la condition animale dans notre société, les animaux de compagnie qui sont souvent les seuls soutiens des personnes seules qui vivent aujourd'hui. Puis il y a des grandes questions, les abeilles en sont une, je sais que M. Verling en a parlé, et M. Bérou qui est un Béarnais, je suis un Pyrénéen, la fameuse affaire de l'ours des Pyrénées. Dont on voit aujourd'hui l'opposition assez curieuse de l'UMP et du PS d'une manière draconienne. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi remettre un peu d'humanité, et dans cette humanité, les animaux ont toute leur place. Alors nous allons parler de l'actualité de cette semaine, et d'abord l'arrivée brutale du froid et les dispositifs d'urgence qui ont été mis en place pour accueillir les SDF. On regarde. Quand il fait très froid, la SNCF tolère que des SDF passent la nuit dans le RER. La maraude médicalisée de l'Ordre de Malte vérifie que même à l'abri, tout va bien. Ça va, je suis un médecin. Je voulais savoir si ça va bien, si vous avez besoin de rien. Moins alcoolisé, dans le wagon d'à côté, José demande juste une couverture. Cela fait 10 ans qu'il dort dans les trains à l'arrêt. Vous n'allez pas en centre d'hébergement ? Non. Pourquoi ? J'ai passé 2 mois et demi, je viens de vous dire, et ça m'a servi d'expérience. Vous préférez le train ? Je me sens plus en sécurité, à vrai dire. Ce refus d'aller en centre d'hébergement, les bénévoles de l'Ordre de Malte et les agents de la ville de Versailles l'entendent régulièrement. Mais cette nuit, les SDF installés d'habitude dans ces tentes au milieu des bois ont changé d'avis. Il y a quelqu'un ? Non. Jusqu'à une température de -5. Les SDF rechignent un peu à intégrer les centres d'hébergement pour des raisons de liberté, pour des raisons d'alcool, et là, parce que la température est passée en dessous de -5, ce qui nous fait du -10, -12 ressenti, ils atteignent en fin de compte la limite du supportable. Effectivement, à Versailles-Satory, le centre d'hébergement d'urgence est plein. Tant que la température ressentie est inférieure à -10, tous les centres d'hébergement d'urgence resteront ouverts. Yann Verling, une observation sur cette situation, et surtout il y a un débat, est-ce qu'il faut obliger, on voit bien certains ne le veulent pas, est-ce qu'il faut obliger les SDF à aller dans des centres quand il fait très froid comme maintenant ? C'est très compliqué parce que comme vous l'avez vu, certains ont des expériences dans ces centres d'hébergement qui sont douloureuses parce que ce n'est pas toujours des endroits très sécurs, il y a de la violence, il y a des vols, c'est compliqué d'obliger les gens à aller dans des endroits où ils ne veulent pas aller. Donc il faut faire preuve, et je vois avec quelle humanité ces gens font preuve de diplomatie auprès de ces populations pour les inviter à aller néanmoins dans des centres d'hébergement. Moi je note quand même une chose, c'est qu'on a un président de la République qui a fait des déclarations tonitruantes en 2006, avant d'être élu président, qui avait dit « Dans 2 ans, il n'y aura plus personne qui dormira dans la rue, je m'y engage ». Ce genre de déclaration, il faut arrêter, parce que je crois que les gens n'ont assez des promesses non tenues, des espèces de lendemain qui chantent parce que les gens qui se présentent seront élus. Ce n'est plus comme cela qu'il faut faire de la politique. Et donc, il va falloir qu'on gère cette situation. Il y a de l'hébergement d'urgence qu'il va falloir continuer à proposer. Il va falloir qu'on le répartisse mieux sur le territoire. Tout ceci, aujourd'hui, est une action qui doit être menée avec humanité, avec des moyens nécessaires. Je me rappelle qu'il y a 1 an, le président du SAMU, M. Emmanueli, a démissionné parce que, précisément, le gouvernement a une autre option aujourd'hui que de favoriser essentiellement le logement, ce qui n'est pas
c'est aussi un autre problème. Mais on ne peut pas mélanger tout. On ne peut pas tout mélanger. L'hébergement d'urgence, la capacité de permettre à des gens qui sont dans le froid de pouvoir être au chaud, ça c'est une question importante. Et assurer une certaine sécurité dans ces endroits est aussi une chose importante. Oui, je vais vous demander votre réponse, mais ce qui frappe, c'est quand même, on a le sentiment chaque année qu'il y a une espèce de bricolage qui se met en place, où on ouvre au fur et à mesure, etc. Alors que ça fait des années et des années que cette situation-là est la même. La fracture sociale continue, de plus en plus d'opulence d'un côté, de plus en plus de misère de l'autre, des gens dans la rue, des gens qui souffrent. Et je vais vous faire une confidence, peut-être que les téléspectateurs ne le savent pas, nous avons une association proche de nous qui s'appelle l'Action solidaire sociale et solidaire du pasteur Blanchard. Et j'ai moi-même effectué des maraudes avec Marie-Christine Arnautu, qui est notre leader régional, et je suis allé au contact de ces, entre guillemets, de ces SDF. Et c'est vrai que la première revendication qu'ils font, on leur demande, mais pourquoi avec ce froid vous n'allez pas dans les refuges, dans les centres de refuge? Et ils disent la sécurité, la drogue, l'alcool, nous sommes en totale insécurité, ce qui est absolument incroyable. Que l'on ne garantisse pas à des gens qui sont déjà dans la misère un minimum d'abord de confort, de chaleur et de sécurité dans ces lieux-là, relève de l'irresponsabilité. Je m'aperçois que non seulement le gouvernement est absent de cette affaire-là, mais la mairie de Paris et les élus départementaux et régionaux ne font non plus pas grand-chose. Et c'est un scandale national. Ça coûterait, il faut bien le dire, pas trop cher par rapport à des dépenses beaucoup plus somptueuses qui sont effectuées par l'État. Et je pense que d'une manière humaine, ça garantirait quand même beaucoup de confort et de mieux vivre pour un certain nombre de personnes qui sont dans la rue aujourd'hui. Anne Verling, une réaction ? Non, j'ai une question au niveau politique plus large. On le voit bien avec ces associations-là, les Restos du Cœur, toutes les associations caritatives. Est-ce que ça veut dire que le constat que l'État ne peut pas tout faire et que la solidarité par des associations, etc., est devenue un volet nécessaire dans la société aujourd'hui ? Je crois que de toute évidence, il ne faut pas laisser entendre que résorber la très grande pauvreté serait si coûteux que cela. Ce n'est pas vrai. Et il faut avoir une distinction entre les gens qui aujourd'hui sont dans une grande misère et puis tout le volet de l'action sociale aujourd'hui de l'État qui est un autre volet. Mais sur la grande pauvreté, sur les gens qui sont vraiment à la rue aujourd'hui, les gens qui n'ont même pas de quoi manger, là il y a un minimum de solidarité nationale à avoir et assurer ce qui aujourd'hui n'est plus assuré. Une solidarité nationale d'État ? Bien sûr, une solidarité nationale d'État. Il peut y avoir une contribution évidemment des collectivités locales, un partenariat, un contrat, on peut même imaginer toute forme de solidarité diverses et variées. En tout cas, l'objectif qui doit être atteint, c'est de faire en sorte effectivement qu'on puisse manger à sa faim et dormir au chaud en hiver. Ça me semble être un minimum de solidarité à assurer dans notre pays. Et encore une fois, ne mettons pas devant cela des montagnes de dépenses qui seraient insurmontables pour un État comme le nôtre. Je crois que c'est tout à fait surmontable. Oui. C'est le même constat. On voit des gaspillages d'argent public dans les collectivités ou même au niveau de l'État. Et on voit dans la rue des gens, encore une fois, c'est un scandale. Mais quand on évoque le modèle social français, est-ce que c'est à l'État de prendre ça ou est-ce que... Le modèle social français est mal en point. Je rappelle qu'il y a des déficits dans la sécurité sociale, qu'on demande toujours aux mêmes de résorber ce déficit, mais que parallèlement à ça, il y a de plus en plus de gens dans la difficulté et que l'État a 1780 milliards de dettes et qu'effectivement se pose le problème de la solidarité nationale et des priorités dans cette solidarité nationale. De ce point de vue-là, j'ai quand même l'impression qu'on fait la part belle, encore une fois, à des dépenses que l'on pourrait économiser alors qu'on ne se préoccupe pas du bien-être et de la solidarité avec les nôtres. J'ajoute que dans les rues de Paris, pour l'avoir fait moi-même, nous avons affaire aussi à beaucoup de SDF qui sont d'origine roumaine, yougoslave, etc., qui vivent dans la rue. C'est humainement scandaleux et se pose là la question de savoir qu'est-ce que nous faisons de ces personnes qui sont des sans-papiers et qui vivent dans la rue. Alors, en lien avec ce sujet, la Fondation de l'Abbé Pierre a rendu public cette semaine les chiffres du mal-logement. Regardez. Cet hôtel est devenu sa résidence principale. Depuis 5 ans, cet agent de maintenance y vit avec sa femme, son fils et leur nouveau-né. 600 € par mois pour 13 mètres carrés. Une situation insupportable. On ne peut pas marcher quand on fait des matelas. Là, j'ai un matelas. Quand on fait un matelas, on dort. Bon, lui, il dort avec nous 3. C'est pas normal. Un enfant, il dort avec ses parents. Un logement, c'est un droit. Un toit, c'est un droit. Selon le rapport de la Fondation Abbé Pierre, pour 3 Français sur 4, il est désormais difficile de se loger. Les prix de l'immobilier ont doublé en 10 ans.
Les loyers ont augmenté de 50% pendant la même période. Il faut intervenir sur ces prix. C'est plus possible. C'est en tel décalage avec les ressources des ménages que ça crée des situations catastrophiques. En Île-de-France, il faudrait construire 70 000 logements par an pour résorber la pénurie. Selon les professionnels, l'aide de l'État est indispensable. La principale clé, c'est un choix politique d'aider la production de logements. C'est pourquoi les successeurs de l'abbé Pierre appellent aujourd'hui les candidats à la présidentielle à signer leur contrat social. Alors certains proposent le blocage des loyers. Est-ce que c'est une bonne solution en urgence de bloquer les loyers et donc pour permettre à des gens de payer un loyer pas exorbitant ? Dans le pacte qu'a proposé la Fondation Abbé Pierre, il y a cette proposition. François Bayrou a approuvé l'ensemble du pacte. Néanmoins, sur la question du blocage des loyers, il faut d'abord être sur les endroits où il y a des vrais problèmes, c'est-à-dire les endroits où il y a, en Île-de-France notamment, les pressions les plus importantes et les dépassements les plus problématiques en termes de prix des loyers. Il y a le problème, d'une part, de mettre en place un observatoire des loyers. C'est ce que nous proposons, un observatoire qui permettrait de dire publiquement et de manière en toute transparence quel est l'état aujourd'hui et le niveau des loyers dans une ville donnée ou dans un quartier donné, et ensuite d'en faire une référence pour permettre à des élus locaux, des collectivités locales, d'en faire une référence pour pouvoir peut-être effectivement arriver à un système d'encadrement des loyers. Ça, ce n'est pas une option que nous rejetons, mais encore une fois, veillons à ce que l'objectif qui est recherché soit effectivement atteint. Il y a cette question si précise des loyers, des augmentations de loyers quand il y a une relocation, parce que c'est à ce moment-là que se situe le problème. Je sais que la ville de Paris travaille à cela. Nous avons approuvé cette idée d'encadrer les loyers au moment où il y a la relocation, précisément pour empêcher ce saut et ce bond en avant souvent complètement hallucinant des loyers. Louis Alliot, Yann Verling parlait de la pétition, ou du texte mis en avant par la Fondation Abbé Pierre. Vous, j'ai vu que vous protestiez parce que vous n'avez pas été invité à l'examiner. Exactement, ce qui prouve le grand esprit démocratique de la Fondation Abbé Pierre, qui a jugé qu'il était inopportun d'inviter Marine Le Pen, qui n'est que dans les sondages en troisième position à plus de 20%. Mais c'est leur responsabilité. Encore une fois, les Français jugent de qui respecte la démocratie et qui ne la respecte pas. Eh bien, l'Abbé Pierre, la Fondation Abbé Pierre, je pense, nuit à son combat en n'invitant pas toutes les personnalités qui se présentent à cette élection. Est-ce que ce n'est pas à cause de votre priorité nationale, puisque vous dites plus préférence nationale? Peu importe. Je veux dire, nous sommes dans un pays démocratique. Ce n'est pas la Fondation Abbé Pierre de juger ce qui lui plaît ou pas. Pour l'instant, je remarque que plus de 20% des Français sont attirés par le programme de Marine Le Pen. La priorité nationale, c'est une mesure d'équité. Au moment où nous recevons légalement 200 000 étrangers par an et que vous construisez dans le pays 400 000 logements par an, vous voyez bien qu'il y a une compétition qui se crée à la base pour savoir à qui on attribue les logements et que dans cette attribution, évidemment et bien souvent, les nationaux ne sont pas prioritaires. Ce qui pose un problème notamment en région parisienne. Mais le problème du logement, est un problème d'aménagement du territoire. La France a échoué dans son aménagement du territoire, désertification rurale et dans les agglomérations, concentration de population, concentration de nuisances, de pollution, d'insécurité. Il faut revoir le schéma national de A à Z et dans les logements, construire des logements là où il le faut et arrêter de construire des logements dans les cités urbaines, là où il y a manifestement une concentration de population, où il n'y a pas d'emploi. Parce qu'il faut aussi que les logements soient construits à côté des bassins d'emploi. Sinon, vous augmentez, M. Verling est un ancien vert, les pollutions, les débits de voitures, etc. Et ça pose évidemment le problème général de l'aménagement de notre cadre de vie. On va évoquer dans un instant la densification, mais l'État a proposé de mettre à disposition des terrains. La question et l'enjeu, il y a un débat là-dessus. Est-ce qu'il faut qu'ils le fassent gratuitement ou est-ce qu'il faut qu'ils vendent des terrains ? Parce que c'est le patrimoine des Français, on peut se dire. Oui, je crois qu'il peut les vendre, mais il faut qu'il les vende à un prix attractif pour que précisément il puisse y avoir
les opérations qui sont nécessaires avec des cahiers des charges de logements et de ne pas faire des logements qui soient uniquement à destination de certaines populations, mais des logements dans une vraie mixité sociale. Parce que ça, c'est un enjeu fondamental dans les années à venir, c'est d'être en rupture par rapport à un modèle d'urbanisme qu'on a connu jusqu'à présent, où on a concentré des populations par catégorie sociale dans les périphéries des villes. Il faut absolument renouer avec une logique de mixité sociale réelle, c'est-à-dire que c'est dans un bâtiment même qu'il doit y avoir de la mixité sociale et pas par quartier, parce que sinon on va pas s'en sortir. Et donc, il n'y a pas que l'État d'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'établissements publics qui ont des terrains, je pense notamment à RFF, Réseau Ferré de France, qui a beaucoup de terrains, et là, il y a certainement la ressource la plus importante en foncier non bâti qu'il faudra pouvoir rendre constructible. Louis Alliot, l'État doit vendre, doit donner, doit prêter, doit... Encore une fois, en fonction d'un schéma que nous avons décidé. Des terrains, aujourd'hui, par exemple, en région parisienne, est-ce qu'ils existent? Sur Paris, ils n'existent pratiquement pas, ou très peu. Il faut donc repenser le schéma économique, créer de l'emploi dans des zones où on peut faire des constructions de logements, ou revitaliser le tissu rural français pour permettre un meilleur aménagement. C'est une question beaucoup plus large que le logement. Le logement et le problème du logement est essentiellement aujourd'hui un problème en Île-de-France par la concentration de la population, et on vient d'évoquer ce problème-là, mais tant que l'État ne décidera pas d'avoir une politique active dans ce domaine-là, nous aurons une certaine anarchie sur le marché. Alors vous parliez de la densification tout à l'heure, on va l'évoquer maintenant, puisque dans le même domaine du logement, Nicolas Sarkozy a prévu d'augmenter le droit à construire de 30% pendant 3 ans, et c'était apparemment ce qui était souhaité par les grands architectes qui ont réfléchi au Grand Paris. Regardez. Agrandir les pavillons de banlieue, l'idée des architectes du Grand Paris a été reprise hier par Nicolas Sarkozy. Le chef de l'État avait également promis aux urbanistes d'augmenter le nombre de logements à construire par terrain. Une promesse devenue proposition de majorer de 30% les droits à construire. Vous avez un pavillon en banlieue ou en grande banlieue, vous aurez le droit de construire 30% de plus sur ce pavillon. Concrètement, vous êtes une collectivité, vous avez un terrain où il y a 1000 m² de droit à construire, et bien vous aurez le droit de construire 1300 m². Pour relancer la construction, Nicolas Sarkozy n'a pas repris sa promesse aux architectes d'assouplir les règles d'urbanisme pour construire plus. Au contraire, face à des élus et associations écologistes effrayés, le Premier ministre s'est voulu rassurant cet après-midi. Le pouvoir des élus locaux n'est pas contesté. Et le texte que nous proposerons laissera toujours aux collectivités le pouvoir de juger cette majoration. Le Grand Paris voulait multiplier par 2 la construction de logements. Pour se rapprocher de cet objectif, Nicolas Sarkozy a promis hier d'accélérer la mise sur le marché de terrains publics. 400 sites sur 900 hectares permettraient de construire 50 000 logements de plus par an en Île-de-France. Reste à savoir si ces mesures seront suffisantes pour lever les blocages à la construction dans la région capitale. Alors Louis Alliot, en situation d'urgence, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition temporaire de surdensifier? Je ne vois pas à quoi elle sert. Je pense que c'est un amendement. D'ailleurs, il est appelé amendement Bouygues, pour permettre aux grands constructeurs de pouvoir augmenter leurs travaux. C'est un coup de griffe, là, c'est un coup de... Oui, un coup de griffe, mais je pense qu'aujourd'hui, le problème, il est dans l'accession à la propriété. Il y a des jeunes ménages, des familles qui n'arrivent pas à accéder à la propriété, et on ferait bien de s'occuper en priorité de celles-là. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous proposons, nous, le chèque première accession à la propriété pour permettre aux jeunes ménages de pouvoir se loger, et avec une garantie, notamment un crédit d'impôt qui permettrait de contourner un peu l'obstacle des banques qui aujourd'hui empêchent de faire des crédits pour acheter et accéder à la propriété. Yann Verling, sur cette proposition de densifier un peu ou d'augmenter les droits à construire, pardon. Ce qui est très surprenant dans la proposition du président de la République, c'est que la capacité et la possibilité pour les communes de dépasser le coefficient d'occupation des sols, pour utiliser des mots trop techniques, existe déjà dans la loi. 20% de plus, c'est la loi Boutin, et 30% de plus, c'est le Grenelle 2. Donc c'était d'ailleurs des mesures, on va dire, assorties de conditions de performance énergétique très importantes, en tout cas pour les 30% supplémentaires, pour les comparer à ce qu'a proposé le président de la République. Donc, il redit ce qu'il y a dans la loi, mais il enlève la performance énergétique qui était voulue et conditionnée dans cette augmentation. Donc, est-ce à dire qu'on va construire 30% de plus, mais qu'on va faire du truc qui n'est pas écologique? Auquel cas,
c'est un recul par rapport à ce qui a été proposé jusqu'à présent. Notons par ailleurs que cette possibilité qui était offerte aux communes à l'époque, eh bien pour le moment n'a pas été utilisée par les communes. C'est qu'il y a des raisons à ça. La réalité, c'est que les maires aujourd'hui en France qui font qui raisonnent sur l'occupation des sols, ils font de la dentelle et ils sont aujourd'hui dans des difficultés extrêmes. Il faut en tenir compte. Et là, on fait comme si c'était un coup de baguette magique. Ça ne va pas du tout régler le problème. On parle des maires, donc je vais vous poser une question sur l'application de la loi SRU, puisque cette loi prévoyait 20% de logements sociaux dans les communes. François Hollande propose de passer ça à 25%. Est-ce que c'est une bonne idée d'augmenter cette obligation pour les maires et d'augmenter aussi les indemnités qu'ils auront à payer si jamais ils n'appliquent pas la loi? Commençons par faire en sorte que les 20% soient déjà généralisés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en France. Il y a énormément de communes qui préfèrent payer l'amende, parce qu'il y a une amende, que de respecter les 20% de logements sociaux. Donc commençons déjà par, on va dire, un petit peu mettre plus la pression sur les maires aujourd'hui, quitte à augmenter effectivement les amendes, mais commençons par faire en sorte que les 20% soient appliqués. Et encore une fois, je reviens sur cette idée qui est très importante, c'est que 20%, c'est pas une but en soi. Il faut être aussi dans la mixité sociale, parce que 20% d'une partie d'une ville complètement en logement social et tout le reste de la ville, les 80% restants, qui seraient des quartiers résidentiels et ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. C'est créer de la complexité et du problème potentiel dans des quartiers. Donc on a bien compris, pour vous, la mixité sociale est à l'intérieur même des immeubles et pas entre quartiers. Louis Alliot, sur la loi SRU et sur la proposition de l'augmenter qui a été faite par la gauche. Je pense que c'est une loi, un grand principe. Sur le terrain, elle est quelquefois inapplicable, car il y a des endroits où vous pouvez construire 20% de logements sociaux. S'il n'y a personne dedans, ça ne sert à rien. En revanche, il y a des endroits où ils seraient effectivement utiles au logement et ils n'y sont pas. Je pense que justement, il faut faire la preuve d'innovation et de ne pas contraindre les communes, mais les inciter. Et dans ces incitations, comme je l'ai dit tout à l'heure, réserver ces logements sociaux aux familles en difficulté et aux primo-accédants. Donc vous ne nous parlez pas de la priorité nationale telle que vous l'aviez dit. Parce que le langage n'est pas tout à fait le même là. Non, mais c'est évident, je veux dire, je l'ai dit en début, je ne vais pas le répéter, mais c'est une évidence. Voilà. Sur l'application de la loi SRU, les 20%, vous êtes pour maintenir ce taux, l'augmenter ou le supprimer pour enlever des obligations? Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Donc il faut le supprimer. Non, je veux dire, ça a été fait là où ils pensaient le faire, mais souvent ça a été fait pour rien, puisqu'il y a des constructions de logements sociaux qui ont été faits qui ne sont occupés par personne. Ça, c'est un problème réel. Et un autre problème, on en parlera peut-être tout à l'heure, les maisons Borloo à 100 000 € qui ont été un naufrage, et c'est un échec du gouvernement, un de plus. Dans son émission à la télévision, Nicolas Sarkozy a demandé aux collectivités territoriales de faire elles aussi des économies. Donc est-ce que la discipline que s'impose l'État doit aussi être celle des élus locaux? Louis Alliot. Oui, c'est une évidence. Dans un pays dont je rappelle que le Premier ministre avait dit qu'il était en faillite il y a déjà 4 ans en arrière. Il a dit la France est en faillite. 1780 milliards de dettes. Il est évident que les collectivités territoriales sont au diapason. Mais ce qui est... Apparemment, ce que disait Nicolas Sarkozy, c'est beaucoup plus. L'État aurait supprimé 160 000 emplois et en disant les régions et départements auraient, elles, créé 500 000 emplois. Oui, mais justement, je voulais y venir. Le problème des régions, c'est qu'elles ont effectivement réalisé des dépenses dont elles auraient pu se passer. Parce que autant il y a des dépenses sociales, effectivement, que les départements doivent assumer, autant, vous savez, moi je suis conseiller régional en Languedoc-Roussillon, il y a des dépenses totalement ubuesques. L'ancien président de région, le socialiste Georges Frêche, souvenez-vous, par exemple, est allé mettre sur une place de Montpellier des statues de grands hommes, Mao, des gens comme ça, De Gaulle, pour 1,5 million d'euros. Dites-moi si là, manifestement, il n'y a pas gaspillage, et si l'État n'aurait pas dû ou n'aurait pas son mot à dire pour interdire ce genre de pratique. Parce que ceux qui vont en Languedoc-Roussillon, un exemple concret, vaut en Ile-de-France pour des dépenses qui n'ont rien à voir avec les compétences des collectivités territoriales qui se font sur le dos du contribuable français et dont la seule responsabilité incombe aux dirigeants de ces régions, dont je rappelle qu'elles sont gouvernées à 98% par les socialistes. Yann Verling, est-ce que ça veut dire qu'il faut donc un peu de retour en arrière par rapport à la décentralisation, par exemple ? Non, je crois pas. Au contraire, les récentes décisions de réforme qui ont été faites sur les collectivités locales et sur les finances locales ont levé de l'autonomie fiscale aux collectivités locales. Donc,
ça n'était pas une bonne direction à prendre. Il faut responsabiliser les collectivités locales, leur donner cette autonomie fiscale qu'elles demandent. Ça me semble être la direction normale que notre pays devrait avoir, d'être dans un dialogue plus responsable entre l'État et les collectivités locales et permettre aux collectivités locales d'être plus responsables. Après, oui, mais en même temps, elles font peut-être des bêtises. Il y a par rapport à ce que vous avez, ce qui a été dit dans ce reportage, il y a deux problèmes. Il y a d'abord le problème, vous l'avez ciblé dans ce reportage, des départements et des collectivités qui sont dans de réels problèmes aujourd'hui de financement d'un certain nombre d'infrastructures de base, qu'on ne peut pas mettre au même plan que d'autres collectivités locales. Donc il y a peut-être une question de péréquation, d'équilibre, de mutualisation des moyens aujourd'hui qui n'est pas suffisante en France entre les territoires les plus en difficulté et ceux qui le sont moins. Et puis globalement, de toute façon, globalement, après, dans le panier global aujourd'hui de la dépense des collectivités locales, elles aussi devront faire un effort, c'est évident. Il ne peut pas y avoir l'État qui fait des efforts et les collectivités qui n'en font aucun. Donc il y a un dialogue qu'il va falloir entamer avec les collectivités locales. Le prochain président de la République, j'espère que ce sera François Bayrou, aura à lancer ce dialogue pour faire en sorte que l'effort soit totalement partagé. Juste une précision par rapport aux propos du président de la République, parce que vous dites dialogue. Nicolas Sarkozy a laissé entendre que si les régions n'étaient pas très sages, l'État pourrait moduler leur dotation, c'est-à-dire jouer un peu le père Fouettard. On ne commence pas comme ça, si vous voulez. On ne commence pas par tendre le bâton avant de parler autrement. Je crois qu'encore une fois, notre logique et notre façon de voir les choses, c'est qu'il faut responsabiliser, d'ailleurs pas seulement les collectivités locales, tout le monde. C'est-à-dire qu'on est tous dans le même bateau. Donc il va falloir qu'on fasse tous des efforts. À hauteur de ses moyens, bien évidemment. Une collectivité riche et très dépensière, eh bien, elle devra faire un effort supérieur à une collectivité qui n'est pas très riche et qui nécessite d'avoir comme des besoins parce que la population est plus pauvre. Voilà. C'est un équilibre qu'il faudra trouver. Oui, vous voyez bien qu'on est l'État PS qui dirige les collectivités locales en France, région, département, grande mairie, et l'État UMP qui dirige aujourd'hui, jusqu'au mois de mai, la France, mais c'est une compétition sur le dos des contribuables français et des citoyens français. C'est ça qui est inadmissible. La carte administrative de la France est quelque chose d'incroyable. Les autres pays nous regardent un peu comme des ovnis. Communes, communautés de communes ou communautés d'agglomération, départements, régions, l'État et maintenant l'échelon européen. Dites-moi s'il n'y a pas là, manifestement, à supprimer au moins 2 échelons pour arriver à quelque chose de cohérent et qui sera certainement beaucoup plus efficace et beaucoup plus économe que ce que nous voyons aujourd'hui, parce qu'à chaque échelon, une administration, des fonctionnaires, un budget, des décisions qui sont prises, et les Français ne s'y reconnaissent plus dans ce magma de réglementation et d'élus locaux. Alors, parmi les propositions, il y en a eu beaucoup du président de la République, il y a eu celle de la TVA sociale ou la TVA emploi. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Et est-ce que ça veut dire qu'il y a des ressources à trouver et est-ce que vous avez des modèles ou des propositions pour avoir des ressources supplémentaires pour alimenter les caisses de l'État ? Yann Verling, d'abord sur la TVA sociale ou la TVA emploi et ensuite sur les recettes. Il faut faire malheureusement un peu de pédagogie sur la question de la TVA sociale ou de la TVA. Parce qu'aujourd'hui, on met l'adjectif social après TVA en croyant que ça va être... que ça va avoir un bénéfice social. Pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que l'idée du président de la République, c'est de dire que les points de TVA en plus qu'il veut affecter vont non pas être affectés au budget de l'État, mais au budget de la sécurité sociale. Pour nous, il y a une règle, c'est que la TVA, tout comme l'impôt sur le revenu, ça sert à alimenter le budget de l'État. Et il y a des prestations de cotisation sociale, la CSG, la CRDS, les cotisations sociales sur les salariés, tout ceci sert à alimenter le budget de la sécurité sociale. Restons bien dans ces règles-là. Ça nous semble important pour y voir clair, pour que tout le monde y voit clair. Les responsables politiques et aussi les gens, les citoyens. Avec donc des impôts dédiés, voilà, c'est-à-dire que... Alors, s'il s'agit d'augmenter aujourd'hui les recettes du budget de l'État, ce qui est une nécessité compte tenu de la situation dans laquelle on est, dans laquelle nous ont mis les gouvernements de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac et de Lionel Jospin, c'est aujourd'hui une situation qu'il va falloir résoudre rapidement. On a jusqu'à 2015-2016 pour retrouver l'équilibre en France, sans quoi la situation sera comparable à ce que d'autres pays européens ont connu, et ça, on ne peut pas le souhaiter. Donc il faut qu'on travaille très urgemment. Et donc, François Bayrou a proposé effectivement qu'il y ait peut-être un point de TVA qui soit aujourd'hui en plus de ce qu'on paye aujourd'hui, ce qui est à peu près supportable, c'est pas sauvage comme augmentation, mais affecté au budget de l'État. Affecté au budget de l'État, c'est ça qui est très important. Il y a d'autres recettes qu'on pourra trouver sur l'impôt sur le revenu, notamment augmenter de 2 tranches. Je rappelle d'ailleurs que François Bayrou propose 2 tranches supplémentaires. Une à 50%, une tranche marginale, ce que ne propose d'ailleurs pas le Parti socialiste. Voilà, je le dis au passage. Louis Alliot ?
Écoutez, la TVA sociale, encore une fois, c'est un gadget de fin de campagne où Nicolas Sarkozy, manifestement, d'ailleurs, engage ou s'engage sur une réforme dont il ne sera peut-être pas celui qui la mettra en place, puisqu'il a dit elle sera valide en octobre. En octobre, il va y avoir des élections au mois de mai et il y aura un autre président de la République et une autre majorité à l'Assemblée nationale et au Parlement. Je veux dire, ça fait partie des choses destinées à focaliser l'attention de l'opinion. Mais le problème n'est pas là. Le problème, comment trouver de l'argent? Le problème, il est beaucoup plus global. Le problème est un problème de mondialisation de l'économie, d'absence de régulation de cette mondialisation, d'absence de protection à nos frontières pour permettre à nos entreprises d'être compétitives avec le reste du monde. Mais sur ces grandes questions, et le problème de la monnaie, de l'euro, qui a été mal construite et dont aujourd'hui on paie les conséquences, sur ces grandes questions, vous avez remarqué depuis quelque temps, plus personne n'y répond. C'est la TVA sociale, c'est M. Hollande qui parle d'autres choses, mais sur ces questions qui sont essentielles. Il y a 2 jours, prix Nobel d'économie Stiglitz a dit que l'Europe était en train de s'engager sur une voie sans issue et que l'euro finirait par s'effondrer. Qu'est-ce que nous attendons pour avoir un véritable débat sur cette question monétaire? Manifestement, en France, il n'y a pas de débat. Il n'y a qu'une pensée unique, quel que soit le sujet, et c'est justement la présidentielle qui devra permettre de mettre la monnaie au cœur du débat de l'Europe, notamment. Yann Wehrling, donc on voit bien que le Front National, mais il l'a déjà dit, voulait sortir de l'euro et donc abandonner... Non, pas sortir de l'euro, M. Cross. Abandonner l'euro comme monnaie. Non. Et pour retourner au franc. Anticiper l'effondrement de l'euro pour passer à une monnaie commune, alors que nous avons une monnaie unique, et préparer l'avènement, en quelque sorte, d'un nouveau franc, le franc 2012, qui n'a rien à voir avec l'ancien, évidemment. Yann Wehrling, est-ce que l'euro-protectionnisme est plus acceptable que le protectionnisme aux frontières de la France? Écoutez, moi j'aimerais savoir en quoi l'effondrement de l'euro, le fait que demain on aurait une monnaie qui sera à nouveau le franc, va régler les problèmes. La situation de la France, ce n'est pas un problème qui vient de l'extérieur. C'est un problème qui vient de chez nous. C'est un problème qui est d'avoir dépensé pendant des années plus que ce qu'on avait à disposition. C'est comme si tous les jours vous faisiez un chèque supérieur à ce que vous avez sur votre compte en banque. Ça n'est pas tenable. Un ménage ne tient pas longtemps à ce rythme-là. Les ménages en surendettement aujourd'hui sont dans une situation terrible. Le pays aujourd'hui est en situation de surendettement. Donc il y a une responsabilité déjà de gestion en bon ordre des comptes publics. Ça c'est un premier point qui est totalement de notre responsabilité. On ne peut pas renvoyer ça à la mondialisation, à l'Europe, etc. De la vôtre, non, de la classe je suis désolé. Politique, UMP, PS, oui, M. François Bayrou. Arrêtez de toujours dire que vous n'êtes pas dans la classe politique, non, vous y êtes aussi. Oui, mais d'accord, mais nous n'avons pas exercé les responsabilités du pouvoir. Depuis 15 ans que les erreurs sont faites, nous ne sommes plus au pouvoir. Vos élus et François Bayrou siègent dans des majorités locales. À Montpellier, vous gérez Montpellier avec le PS. À Lille, vous gérez avec Mme Aubry. Ce que j'ai à dire. Deuxième chose, sur la situation économique de notre pays. Parce que là aussi, c'est de notre responsabilité. Nous n'avons plus de production en France. L'industrie est partie. Il n'y a plus de production industrielle. Tout ceci doit revenir en France parce que c'est ça qui fera de la richesse et donc des ressources pour l'État. Juste un mot de réponse en quelques secondes. C'est un européiste convaincu. Une dernière chose, Renault vient d'inaugurer ou va inaugurer une usine Renault à Tanger avec de l'argent dont elle a bénéficié, notamment par l'Europe et par la France, ce qui est un véritable scandale. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous accueillerons Nicolas Dupont-Aignan, député maire de Hyères, dans l'Essonne, et qui est aussi candidat à la présidence de la République, et Bruno Le Roux, député socialiste de Seine-Saint-Denis et porte-parole de François Hollande. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous à samedi prochain. Merci à vous de votre fidélité. Au revoir.